Année pour le prix de l'essai philosophique ou littéraire Walter Benjamin. Donc je vous remercie d'être venu. Je remercie bien sûr Monsieur le maire et la mairie qui nous aident tout au long de l'année, qui nous prêtent ce hall lumineux et spacieux, puisque Bagnols c'est la lumineuse, mais on est un peu dans la lignée de Benjamin avec les lumières, mais l'exposition nous montre au contraire que c'est noir, la Méditerranée qui est si bleue, avec l'histoire des migrants, devient noire, devient rouge, et c'est ce qu'a voulu dire Hélène Peytavi dans le hall, donc avec l'association Walter Benjamin. Et bien sûr, je remercie la lauréate qui vient de Marseille, Anne Roche, professeure honoraire de l'Université d'Aix-Marseille, auteur de nombreux livres, bien sûr, d'articles, d'ateliers d'écriture. Donc nous la couronnons pour son livre publié par les Chemins de Ronde en Provence, donc les exercices sur le tracé des ombres. Les ombres n'ont pas de rapport avec les lumières, c'est en termes de dessin industriel, c'est le contour. Hein, c'est un contour. Alors est-ce qu'Anne Roche est restée sur le contour? Est-ce qu'elle est restée autour de Benjamin? Non, je ne pense pas. Elle a fait une analyse subtile, mais elle nous dira tout à l'heure ce qu'elle a voulu dire dans ce bel essai d'un niveau quand même universitaire. L'année dernière, nous avions couronné Bruno Taquels sur sa biographie, son essai biographique aux éditions Art Sud. C'était une écriture, c'est un universitaire aussi, mais c'était une écriture plus facile, hein, plus populaire, accessible. Bon. Voilà. Donc je remercie les partenaires qui tout au long de l'année nous aident, bien sûr la mairie. Le conseil général, je vais inviter Michel Mouly, mais je n'ai pas là. Il y a beaucoup de gens qui sont décommandés. Les adjoints à la culture de Collioure de Port-Vendre aussi m'ont dit qu'ils n'étaient pas libres. Il fait trop beau, hein, trop beau aujourd'hui. Je remercie Indépendant avec Yvan Drieux qui est ici. Je remercie Bagnols Info qui filme nos conférences donc, grâce à Carl. Merci à Roger Rouy, ancien maire, d'être là. Nos partenaires, ce sont aussi l'Hôtel Le Catalan, où Anne Roche est hébergée. C'est les 9 caves. Nous faisons parfois avec André Roger des cafés philosophiques. Et puis l'Étoile, puisqu'avec l'Étoile, nous avons lancé une cuvée Walter Benjamin limitée à 100 exemplaires, 100 bouteilles. Donc c'est une initiative intéressante avec les partenaires. Voilà. Donc je vais laisser la parole à M. Solé, parce que Anne va parler plus longuement. Non, rassurez-vous. Qui a créé un beau livre sur le mémorial d'Annie Caravane, qui est au cimetière de Portbou. Et demain, dimanche, à 11h, Anne Roche rendra hommage à Benjamin au cimetière. Donc si vous voulez venir, il y aura, bien sûr, le partenaire, c'est Pilar de Portbou, avec l'association Passage, qui n'a pas pu venir, puisque là, ils sont, depuis 3 jours, ils ont beaucoup de conférences, et donc, ils sont occupés ce matin, et nous y allons tout à l'heure, parce qu'il y a une conférence à 16h d'Alain Badia, qui fait partie de notre association, mais qui n'a pas pu venir. Et puis après, Dominique Delpirou lira un extrait du livre d'Anne Roche. Je sais pas, j'ai fait un peu le tour, mais on laisse la parole à Jean-Michel Solé. Le tour complet, c'est pour vous dire que c'est un honneur et un privilège de vous recevoir. D'abord cette association qui fait tant pour la liberté, qui fait tant pour le devoir de mémoire, qui est une obligation, mais qui est un devoir aussi pour les municipalités. Comme la nôtre, qui ont vu passer des personnes qui fuyaient le totalitarisme, le nazisme, dans un sens, mais aussi dans l'autre, je l'ai précisé la dernière fois, puisque il y a eu aussi, nous a été une ville de passage pour les républicains qui quittaient le franquisme. Le mot passage est un mot de Benjamin très important, puisque c'est son livre qu'il a travaillé pendant 7 ans à la Bibliothèque nationale à Paris. Voilà, et donc bien sûr que Bagnols à ce devoir de mémoire. Ce devoir de mémoire par rapport à toutes ces personnes qui ont fui l'oppression, qui ont été aussi accueillis à la missionnaire. Et il faut aussi dire que la population a été exemplaire aussi,
avec les moyens du bord, parce qu'à l'époque les temps étaient très difficiles, mais des gens souvent opportunés ont aussi aidé les personnes qui passaient. Je pense que c'est tout à l'honneur des Bandunais et des gens d'ici. C'est un acte d'humanité important, fort. Voilà, donc moi je pense que c'est important. On fera, alors je vais profiter de la présence de Karl pour faire une annonce. On fera donc l'année prochaine, on fêtera les 80 ans de la retraite, on commémorera les 80 ans de la retraite. Ce n'est pas une festivité, c'est une commémoration. En association avec les villes qui ont eu les villes de passage, donc Cerbère, Bagnous, Argelès, et il y aura donc une première marche à Cerbère symbolique le 23 février à 9h le matin, puis on aimera faire une marche ici symbolique aussi. Chaque marche sera, j'espère, sera fournie par où il y aura de nombreuses personnes, et on aura des bouquets de fleurs aux couleurs de la République, avec des photos représentant les passages des républicains espagnols, qu'on portera ensuite à Argelès, et il y aura une grande marche qui réunira, puisque toutes ces personnes ont convergé, forcé, vers le camp d'Argelès, le célèbre camp d'Argelès, où il y aura des photos et l'exposition qui sera mise pendant un certain temps. Voilà, donc aussi, c'est un devoir que nous devons accomplir, mais ça n'occupe pas tout le travail que vous faites, dont je vous remercie, tout le travail que vous avez fait, madame, certainement, mais vous nous donnerez des explications, en tout cas que j'écouterai avec beaucoup d'attention. Ça n'occupe pas tout ce travail qui est nécessaire et qu'il faut continuer, sans relâche, parce que c'est important de se souvenir, parce que je suis en train d'écrire quelques mots là, pour la guerre de 14-18, et il revenait toujours les paroles, plus jamais ça n'arrivera plus jamais, etc. Et l'histoire qu'on connaît, malheureusement, nous a démontré que plus jamais ça n'existe pas si on n'est pas attentif, si on ne cultive pas en nous ce devoir de mémoire, et si on ne travaille pas les uns et les autres à apaiser les sociétés, à les rendre plus justes et plus faciles à vivre pour les uns et les autres, et surtout éviter ces flux migratoires qui sont l'expression d'une misère dans certains pays où on ne vit pas bien à cause du climat, à cause des guerres, etc., à cause de la persécution. Donc malheureusement, l'histoire se répète. On a vu l'année dernière sur un festival qui s'appelle le Filon, au laboratoire Arago, des images très, très émouvantes de réfugiés qui étaient secourus en mer, et ça ne peut pas laisser les personnes indifférentes quand on voit ces images-là. Voilà. Et elles se répètent inlassablement, parce que les hommes ont la mémoire courte. C'est la vision de Benjamin, voilà. La catastrophe est devant nous, il affronte la tempête de l'avenir, mais pour lui, il faut d'abord sauver le passé, il faut essayer de comprendre le passé, célébrer tous les anonymes qui sont morts, qui ont fait les révolutions, etc., dont on ne parle pas, puisqu'on parle du récit national des héros et de ceux qui nous gouvernent. Donc oui, sur la retirade, j'ai fait un dossier à la région avec justement Port-Bou, puisqu'on veut essayer de faire un dossier transfrontalier à la frontière, et montrer que la retirade de janvier-février 39, avec la mort de Machado Acoglio, correspond un an plus tard à la mort de Benjamin, qui traverse les Pyrénées, mais en sens inverse, pour essayer de fuir le nazisme, le régime de Vichy, et qui se trouve confronté au franquisme. Donc il est bloqué dans son passage, et donc on va essayer d'avoir des manifestations justement sur ce rapport entre 39 et 40. Écoutez, on travaillera ensemble si vous le souhaitez, de bienvenue bien entendu, de manière à qu'on puisse commémorer ça, c'est encore important. Mon idée, ce serait de créer un flyer sur le parcours de Benjamin, comme vous avez fait pour Mayol, un très beau flyer sur Mayol, sur les lieux de Mayol, à Bagneux, puis faire ici, puisqu'il y a quand même des lieux, l'hôtel de Roussillon, l'appartement de Lisa Fitco, rendre un hommage jusqu'au chemin. On verra si c'est possible de faire ça. Pour les touristes. Oui, mais il y a beaucoup d'Allemands qui viennent tous les jours. Non, mais il n'y a pas de souci, on a créé un parcours, c'est un peu hors sujet, mais un parcours à l'École d'Aristide, qui a beaucoup de succès.
la ville de Bagnols-sur-Mer a concouru pour être classée grand site historique et on l'a obtenu. Donc je veux dire, ce classement va nous permettre de rénover tous les quartiers emblématiques, pittoresques, historiques, patrimoniaux de la ville et pourquoi pas dans cette démarche inclure un parcours de mémoire ou de passage, comme vous le souhaitez très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas laisser passer le travail écrivain parce qu'elle a dit qu'elle parle. On va donner la parole à J'ai oublié de parler de l'affiche dont je rends hommage à l'artiste Clara Klaus, qui est de Bagnols, puisque la fille est de Madeleine et de Pedro Soler. Bon, elle vient à New York, mais je donnerai l'original qui est là, à Anne Roche, l'original de l'affiche. Voilà, signé par Clara, qui a fait cette affiche. Voilà. La lauréate, quand même. Vous voulez conclure? J'obéis. Écoutez, oui, pour moi, alors c'est plus qu'un honneur d'être ici à l'occasion du prix remis à Anne Roche, mais parce que je crois, monsieur le maire, vous avez eu un grand prédécesseur dans ces années 40, ce monsieur Azema, qui a tellement aidé de gens en fuite à arriver à traverser la frontière par la montagne, et qui avait si bien accueilli Elisa Fitko, comme elle le raconte dans ses mémoires. Et je pense qu'à tous ces noms que vous allez honorer, celui de Azema, je pense, puisqu'il a été destitué par le pouvoir de Pétain. Il est resté maire, je crois, jusqu'en 1942, donc il a résisté un certain temps, mais finalement, il a été viré de son poste. Et ce monsieur a rendu d'énormes services à tous ces gens qui fuyaient la barbarie. Il est redevenu maire à la Libération, il est redevenu maire. Il est redevenu maire à la Libération. Enfin, il a payé, disons, son engagement. Et je pense qu'il était là, la mairie était déjà là, ou... Oui, donc son bureau peut-être était là-haut, en bas. Donc là aussi il y a un beau chemin peut-être à marquer. Disons que la mairie de Bagnols, c'est pas que je veux ordonner quoi que ce soit, mais qu'il y ait un chemin à Zema dans la mairie elle-même, pour moi, ça marquerait le départ du chemin qui va jusqu'à Port-Bouc, puisque c'est là qu'il lui a dessiné un petit plan, difficile à lire sans doute, du passage dans la montagne. Et donc voilà, je suis très honoré. Et puis, évidemment, honoré d'être témoin non pas de mariage, mais de proximité intellectuelle avec Anne Roche, et plus qu'intellectuelle. Je nuancerai ce que vous avez dit, monsieur Bonnel. Son livre n'est pas si difficile à lire. C'est un livre très savant, c'est un livre très exigeant, qui est, justement, comme vous l'avez dit, qui a pénétré au plus profond de la pensée de Walter Benjamin, mais qui est fait de façon naturelle. Il n'y a pas du tout l'appareil qui entoure beaucoup de livres scientifiques sur Benjamin et qui, eux, repoussent un peu les lecteurs non spécialisés. Le livre de Anne Roche, je vous garantis, vous pouvez y entrer facilement. Et puis, elle est très benjaminienne en ce sens que vous pouvez y entrer par n'importe où dans ce livre. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la première et puis de devoir aller jusqu'à la fin. Vous entrez dans un chapitre, dans un autre, etc. Vous y reviendrez. Vous n'êtes pas contraint de le lire du début à la fin tout de suite. Prenez votre temps et c'est elle qui vous invite à ça. Par son écriture, Anne, elle fait partie de ces universitaires qui sont capables aussi d'être grand public, sans renoncer à rien de l'exigence la plus haute de la pensée.
Donc c'est une voie d'accès à Benjamin qui est royale. Et vraiment, le jury du prix a bien fait de valoriser ce livre qui justement n'appartient pas à la famille des Benjaminiens. Et en plus, il y a plusieurs familles qui se tapent dessus. Elle est en dehors. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accordé beaucoup d'attention. Et l'attention vient maintenant sur elle. Et à Paris, dans 3 jours, donc à la librairie du Vrin, qui est place de la Sorbonne et qui est la librairie de la philosophie par excellence, eh bien là, elle va rejoindre la place qu'elle mérite. Grâce à vous. Voilà, merci beaucoup. Grâce à Bagnols. Il est parfait, j'ai trouvé la livre. C'est improvisé, mais c'est bien. Eh bien, d'abord, Président, les mesdames et messieurs, et notamment les membres du jury, je voudrais d'abord remercier très chaleureusement, avant de parler du prix, très chaleureusement M. le maire pour ce qu'il a dit de la retirade et pour tout ce qu'il a dit des migrations et des déplacements forcés qui ont marqué le XXe siècle et qui malheureusement ne se sont pas arrêtés avec le XXIe siècle. J'ai été particulièrement sensible à tout ce que vous avez dit, et si j'ai eu l'occasion, je viendrai l'an prochain pour célébrer avec vous l'anniversaire de la retirade. J'y suis d'autant plus sensible que nous avons, Bruno Quezan et moi, un très bon ami qui est d'origine espagnole et dont les parents ont fait la retirade à l'époque. Et il aurait aimé certainement être avec nous aujourd'hui, il n'a pas pu, mais nous ne manquerons pas de lui raconter ce que nous avons entendu ici même. Pour revenir donc au prix, je suis évidemment très heureuse et très honorée d'avoir ce prix, dont la première édition avait été consacrée à Bruno Perkels. J'ai eu déjà un prix littéraire, c'était le prix Patricia Highsmith, et ça couronnait un roman policier. J'ai un peu hésité à le dire parce que ça fait désordre, mais après tout, Benjamin lui-même adorait les romans policiers, donc j'ai décidé que je pouvais en parler. Voilà, mais évidemment, entre le prix Patricia Highsmith et le prix Walter Benjamin, il n'y a pas photo, et c'est évidemment le prix Benjamin le plus important. En ce moment, à Marseille, au musée d'histoire de Marseille, il y a toute une série d'événements autour du thème Walter Benjamin à Marseille. Il y a des conférences, des lectures, des vidéos, enfin toute une série d'événements. Et il y a une très belle exposition qui va durer jusqu'en février prochain, donc si vous avez l'occasion de passer à Marseille. Et j'ai fait la conférence inaugurale qui s'intitulait « Les chemins de Walter Benjamin de Berlin à Marseille », en passant par quelques autres étapes. Et en fait, ce que j'ai essayé de montrer, il y avait une contrainte qui était ce thème de la ville, qui, évidemment, ne permettait pas d'épuiser tout ce qu'il y a à lire sur Benjamin. Néanmoins, j'ai essayé de montrer que la vie de chez lui, elle est vue à la fois en profondeur du côté du passé, c'est-à-dire qu'il y a tout un volant ou un versant historique de sa pensée qui creuse dans les différentes strates du passé des villes, une sorte de palimpseste, si vous voulez, des villes. Il y a évidemment une très vive attention au présent et à toutes ce que j'appellerais les arêtes du présent. Et en même temps, il y a bien sûr la projection vers le futur, une dimension utopique, messianique, révolutionnaire. Alors, à l'issue de la conférence, je ne vais pas vous la refaire parce que je n'aime pas répéter des fois les mêmes choses. Donc, ce que je raconte aujourd'hui, c'est un scoop. Je ne l'ai jamais dit. Mais à l'issue de cette conférence, donc quelqu'un m'a posé une question. Enfin, il y a eu plusieurs questions, mais celle-ci qui m'a bien embarrassée. Quelqu'un m'a demandé pourquoi Walter Benjamin, et plus précisément, ça veut dire pourquoi Benjamin pour vous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça représente pour vous. Et j'avoue que je suis restée muette. J'ai pas su d'abord quoi dire, parce que ça fait quand même quelques 30 ans que je travaille sur cet auteur. Donc le livre que vous lisez, j'aurais pas dû dire ça, ça fait peur. C'est un livre très facile à lire, ça a été dit, mais ça fait quand même, disons, 30 ans que j'y pense, même si j'ai fait quelques autres choses dans l'intervalle. Et c'est dire que mon investissement, disons, est le garant de l'intérêt que je lui porte, et donc de l'intérêt qu'il a. Mais en même temps, je crois que si je ne pouvais pas répondre,
c'est que je n'avais pas envie de parler de façon personnelle. Et là, Benjamin est mon garant, puisqu'il dit quelque part, une citation qui vous est certainement familière, « Si j'écris un meilleur allemand que la plupart des écrivains de ma génération, cela tient avant tout à une toute petite lettre que j'ai toujours observée et que je me suis fixée, de jamais employer le mot « je », sauf dans les lettres. » Et si vous lisez mon livre, comme j'espère que vous le ferez, je crois qu'il y a une seule occurrence du mot « je », parlant de moi. Alors vous pouvez vous amuser à la chercher. C'est un peu comme dans La disparition de Georges Perec. Vous savez, ce livre écrit sans la lettre E, et chaque fois, il y a des lecteurs qui se précipitent sous le bouquin en essayant de trouver la lettre E, mais je crois que c'est une légende. Je pense qu'il n'y a réellement pas de lettre E dans ce livre. Eh bien, moi, j'espère qu'il n'y a qu'une occurrence du mot « je » dans mon livre. Donc, j'ai essayé de maintenir la lettre, la consigne que Benjamin lui-même s'était donnée. Pourquoi? Parce que ma conception du travail de critique est en général du travail de passeur, la personne qui fait passer d'un auteur à un auditoire, d'un auteur à d'autres livres. Il me semble que le passeur, justement, n'a pas, je dirais, à parasiter le texte dont il parle par des indiscrétions ou des aveux sur lui-même. Mais par ailleurs, je dirais que ma lecture de Benjamin, pour autant, elle est personnelle. Elle est personnelle non pas au sens des indiscrétions sur le livre, il n'y a rien à raconter d'extraordinaire, mais au sens de... elle n'est pas celle, disons, de Bergeron Schoenen au hasard. Il y en aurait d'autres, certainement. Et je pense que Benjamin lui-même prête à cela, parce que il s'est intéressé à tellement d'objets divers, à tellement de questions diverses, et son œuvre traverse tellement de questions que chaque commentateur est tenté de puiser là-dedans et de se forger plus ou moins un Benjamin à son usage en fonction de ses options philosophiques, politiques et autres. Et donc, chacun, et j'espère y avoir échappé, mais sans en être tout à fait sûr, chacun a tendance à tirer un peu l'auteur à soi dans le sens qui lui convient. Alors, est-ce que pour autant ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi, que tout est relatif, qu'il n'y a pas de vérité du texte? Bien évidemment, je pense le contraire. C'est-à-dire, je pense qu'en premier lieu, chaque texte résiste à l'arbitraire de lecture. On ne va pas lire du Flaubert comme on lit du Mallarmé, disons. Et chaque livre, quel qu'il soit, dicte son mode de lecture. Si vous lisez un roman de la collection Harlequin, bon, bien sûr personne ici ne sait ce que c'est que la collection Harlequin, ça dicte un mode de lecture qui n'est pas celui de Walter Benjamin. Mais en second lieu, et c'est peut-être le plus important, je pense que chaque texte nous propose des options philosophiques, politiques ou autres, et si un texte nous propose des options qui ne nous conviennent pas, qui ne rentrent pas dans nos propres options, je pense que notre devoir en tant que critique, c'est justement de ne pas les ignorer, d'en prendre acte, de les examiner, sans les tirer forcément dans le sens qui nous convient. Et j'ai essayé pour ma part, et justement, choquée que j'étais par certains textes que j'avais lus sur Benjamin et qui me paraissaient très unilatéraux, voire partiaux, mon livre est sans doute partial, mais de façon beaucoup plus sournoise, vous verrez. Et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé dans le livre que certains ont trouvé difficile et d'autres moins. Merci Bruno Clézal. J'ai essayé en tout cas, non pas de faire un Benjamin à ma manière, mais d'être aussi fidèle que possible à ce qui me semble être le fond de sa réflexion. Et pour ne pas en dire plus, j'ai pensé qu'il serait intéressant de vous donner à entendre la voix de Walter Benjamin. Alors, non pas sa voix concrète, puisque maintenant je crois qu'on a participé des émissions de radio. Il ne s'agit pas de ça. J'ai pensé à vous donner à écouter un inédit. Alors, entendons-nous, ce n'est pas tout à fait un inédit, mais à ma connaissance, Madame Klaus me reprendra si je me trompe, je pense que c'est un texte qui n'a jamais été traduit en français. C'est un texte qui se trouve
Je vais vous donner la référence, c'est dans les Gesammelgeschriften, c'est dans le volume 7.1, qui est paru chez Sourkamp. Je vous donnerai les pages si ça vous intéresse. C'est un livre c'est un texte assez court, qui, à ma connaissance, n'a jamais été traduit, et c'est une sorte de conte ou de fable, facile à entendre. Mais bon, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais à un moment donné, le premier titre que j'avais envisagé pour ma conférence à Marseille, c'était Walter Benjamin pour les nuls. Les organisateurs m'ont dit, il faut qu'elle n'y pas. C'est dommage. Alors voilà le texte en question, qui est, je le répète, un inédit, et qui s'intitule Le second mois, une histoire à méditer pour la Saint-Sylvestre. Krambacher est un petit employé, et de plus un homme sans attache, comme il le déclare aux logeuses des chambres meublées, dont il change toutes les 4 à 6 semaines. Dans plusieurs semaines, il se demande où il pourrait bien se caser pour les fêtes du Nouvel An. Mais tous ses projets se sont effondrés. Avec ses derniers sous, il s'est acheté 2 bouteilles de punch, et à partir de 9h du soir, il commence à banqueter tout seul, en espérant toujours qu'on va sonner à sa porte, que quelqu'un va lui rendre visite pour lui tenir compagnie. Mais ses espoirs sont déchus. Juste avant 11h, il sort. Il en a assez de Saturne. Nous suivons sa démarche étrangement vacillante à travers les rues nocturnes. Il est évident qu'il a bu. Peut-être même qu'il ne marche pas vraiment, qu'il rêve seulement qu'il marche. Ce soupçon peut traverser le lecteur. Il arrive dans une allée reculée. Un lumignon trouble attire son attention. Un bistrot louche, ouvert le soir du Nouvel An. Mais pourquoi est-il si tranquille? Il s'approche, aucune trace d'un bistrot, des lettres de bois délavées au-dessus d'une vitrine opacifiée de peinture blanche, épelle dans la lumière laiteuse, panorama impérial. Il veut passer, mais il est retenu par un bout de papier sale dans la vitrine. Aujourd'hui, performance de gala, voyage à travers l'année passée. Il hésite, il ouvre timidement la porte et, ne voyant personne, il rassemble son courage pour entrer. Il y a là le panorama impérial. On peut le décrire avec ses 32 tabourets disposés en rond. Sur un des tabourets, le propriétaire, un veuf italien, Geronimo Caffarotti, est endormi. Comme l'invité approche, il saute sur ses pieds. Grande rafale de paroles. On peut comprendre de son discours que chaque soir il affiche complet. Ce soir seulement, par hasard, il y a peu d'invités en dépit de la performance de gala. Mais il savait que quelqu'un viendrait, celui qu'il fallait. Tandis qu'il oblige le visiteur à s'installer sur un escabeau devant le stéréoscope, il explique. Vous allez faire une bizarre connaissance. Vous allez voir un monsieur qui ne vous ressemble nullement. C'est votre second moi. Vous avez passé la soirée à vous faire des reproches, vous avez un complexe d'infériorité, vous vous sentez inhibé, vous vous blâmez de ne pas suivre vos impulsions. Eh bien, que sont ces impulsions? C'est la pression de votre second moi sur la poignée de la porte qui mène à votre vie. Et maintenant, vous allez saisir pourquoi vous maintenez cette porte fermée, pourquoi vous avez des inhibitions, pourquoi vous ne cédez pas à vos impulsions. Commence le voyage à travers l'année passée. 12 images, chacune avec une petite légende, et en plus, les explications du vieil homme qui se glissent d'un tabouret à l'autre. Les images. La voie que tu voulais suivre, la lettre que tu voulais écrire, l'homme que tu voulais secourir, la place que tu voulais occuper, la femme que tu voulais suivre, la parole que tu voulais entendre, la porte que tu voulais ouvrir, le costume que tu voulais porter, la question que tu voulais poser, la chambre d'hôtel que tu voulais avoir, l'occasion que tu voulais saisir. Sur certaines de ces images, on voit le second moi, sur d'autres, seulement la situation dans laquelle il a voulu impliquer le premier. Les images sont décrites juste au moment où elles commencent à se détacher de leur position avec un léger tintement pour laisser les suivantes prendre leur place. À peine se sont-elles installées avec un grelottement
que déjà elle commence à faire place à une nouvelle image. Le dernier tintement est submergé par le bourdon des cloches du Nouvel An. Hambar se réveille sur sa chaise, un verre de punch vide à la main. Je vous remercie. On peut boire maintenant? Non, pas encore. Pas encore. Dominique Delpirou va lire un extrait de votre livre. Je ne sais pas lequel c'est. Ah, Une surprise. c'est une surprise. Je ne l'ai su qu'avant-hier. Donc vous avez été obligé de lire rapidement? Non, j'ai lu à plusieurs reprises, mais il est toujours difficile d'extraire un passage ou des lignes d'un livre, moi je ne dirais pas difficile, je dirais dense, et qui, bien qu'il comporte de nombreuses entrées, des entrées très différentes, suit malgré tout, et heureusement pour le livre aussi, une ligne tenue. Voilà. Alors j'ai choisi quelques lignes du chapitre qui s'intitule Horloge, dans lequel vous évoquez le rapport de Benjamin au passé. Et l'enfance, évidemment, qui joue un rôle très important, l'enfance. Et voici. L'investigation sur l'enfance, aventure théorique beaucoup plus qu'autobiographique, a fait d'abord émerger curieusement une absence d'histoire. Mais s'en tenir là réduirait Benjamin à n'être qu'un spectateur passif des tournants de l'histoire, comme l'enfant sur un manège de sens unique. Or, rien n'est moins sûr. D'emblée, l'enfant remémoré par l'adulte a déjà une sympathie instinctive pour les opprimés, les vaincus. Le premier texte qu'il écrit, enfant, hors de toute obligation scolaire, est l'histoire d'un distributeur de prospectus publicitaires qui, lassé d'un métier mal payé et humiliant, se débarrasse de sa marchandise en la jetant dans le caniveau. Benjamin, rappelant cette anecdote de son enfance, remarque qu'alors, il n'imaginait de révolte que sous la forme du sabotage. Il est vrai que c'était par expérience personnelle. On peut y souligner de préférence un refus du monde tel qu'il est et une volonté de le changer qui s'est d'abord orientée vers des projets pédagogiques, comme sa participation au mouvement de la jeunesse, inspiré de Winneken, qu'il finira par remettre en question. Nous sentions ces limites, écrit-il, du mouvement de la jeunesse, même s'il nous a fallu attendre très longtemps la maturité nécessaire pour reconnaître que personne ne peut améliorer l'école ni la famille sans détruire l'État qui a besoin qu'elle soit mauvaise. Raccourci quelque peu ravageur, qui fait bien justice du réformisme du mouvement, mais dessine aussi une perspective de destruction de l'État dont on peut se demander ce qu'elle doit au rapprochement de Benjamin du communisme et du marxisme, dont on a tenté de montrer la complexité. Mais l'enfance, c'est aussi l'enfance du siècle, c'est-à-dire tout ce que Benjamin investit dans ce rapport à l'histoire. L'enjeu de son regard sur le passé et l'avenir est tout aussi vital que la remémoration de sa propre histoire. Plusieurs années avant la prise de pouvoir par Hitler, il est conscient des menaces qui travaillent la République de Weimar. En cela, il n'est sans doute pas le seul. Krauss, Tucholsky, Bloch, Brecht et bien d'autres, chacun à sa manière, ont donné l'alarme. Mais il est singulier de voir en quels termes il le fait. Termes politiques, certes, mais articulés sur des options philosophiques comme en témoigne le dialogue en filigrane avec Heidegger et Jung. À partir de l'exil, Benjamin mettra en question le rôle des intellectuels allemands, leur passivité ou leur manque de lucidité, en s'incluant dans cette mise en cause. Nous, qui en Allemagne, avons si totalement manqué dans les lettres de réagir,
justement sur le plan politique, contre le crypto-fascisme. Il est également critique vis-à-vis des communistes. Les porte-paroles chez nous des masses de chômeurs sont de fait les nationaux socialistes. Les communistes n'ont toujours pas trouvé le contact nécessaire avec ces masses, ni du coup la possibilité d'une action révolutionnaire. Mais, vivant en France, il n'est pas plus indulgent envers le gouvernement du Front populaire, sur lequel il ne nourrit guère d'illusions, d'autant que cette victoire électorale est contemporaine des procès de Moscou. De Paris, Benjamin ne s'enferme pas dans une histoire hexagonale. Tous, en France, ne s'accrochent qu'au fétiche de la majorité, de gauche. Et personne n'est gêné qu'elle fasse une politique qui, pratiquée par la droite, provoquerait des émeutes. L'effet destructeur des événements de Russie va nécessairement continuer de s'étendre. Et là, ce qui est grave, ce n'est pas l'indignation hâtive des imperturbables combattants de la liberté de penser. Ce qui me semble bien plus triste et tout à la fois bien plus nécessaire, c'est le mutisme de ceux qui pensent, qui justement parce qu'ils pensent, peuvent difficilement se considérer comme des gens qui savent. C'est mon cas, le tien aussi probablement. Écho peut-être d'une phrase de Karl Kraus qu'il avait citée 5 ans auparavant, ceux qui aujourd'hui n'ont rien à dire parce que les autres ont la parole, continuent de parler. Que celui qui a quelque chose à dire sorte du rang et se taise. Benjamin ne se tait pas. Mais, mis à part les textes privés, comme les lettres ou certains écrits de type autobiographique, il n'explicite pas davantage sa vision politique de l'actualité. Bien plutôt, il s'efforce de diriger son télescope par-delà la brume ensanglantée du présent sur un mirage du XIXe siècle qu'il s'efforce de dépeindre selon les traits qu'il révélera dans un monde futur libéré de la magie. Près de 10 ans avant sa mort, Benjamin évoque chez lui-même une disposition au suicide qui ne serait pourtant pas possible sans le sentiment d'avoir vécu une vie dont les vœux les plus chers ont été exaucés. Vœux où, à vrai dire, je n'ai que maintenant reconnu dans une certaine mesure le texte originel d'une page, recouverte ensuite par l'écriture de mon destin. À rapprocher de cet aveu d'enfance berlinoise, chacun d'entre nous a cette fée qui accorde un vœu. Mais rares sont ceux qui savent se souvenir du souhait qu'ils formulèrent. Aussi, rares sont ceux qui reconnaissent plus tard dans leur propre vie leurs vœux exaucés. Pouvoir dormir mon sou, je l'ai bien formulé 1000 fois, et plus tard, il fut exaucé réellement. Pourtant, il fallut longtemps avant que je le reconnaisse exaucé, dans la vanité de tous mes espoirs d'avoir une situation et le pain assuré. L'œuvre décrit un arc du passé, d'une histoire, apparemment, privée au futur d'une histoire collective, aussi loin des restaurations muséales du passé que des fantasmagories idéales de l'avenir, pris dans la même tourmente que l'ange. Les jeux que vous avez entendus, ils sont de Benjamin. Hein. Oui, voilà. Et les meilleures phrases étaient de Benjamin. Voilà. Plus personne ne veut parler. C'est bon, on va prendre l'apéritif. Et on vous remercie de votre présence. Merci. Et à l'année prochaine.